vois, partout où je suis passée, j'ai rencontré des gens extraordinaires euh, qui m'ont marqué, qui m'ont ouvert des portes, qui m'ont ouvert des façons de voir. Parce que enfant, j'étais très dogmatique. Tu sais, tu pouvais juger, ben, il faut que tu survives. Tu juges si les gens sont bons, pas bons, intelligents, pas intelligents. Puis tu continues ton petit chemin sur cette voie-là. Mais tu rencontres des gens qui coupent ton jugement, qui te forcent à penser de façon différente. Euh, Par exemple, à l'Université de Montréal, on avait eu la visite de Leroy-Gourhan. Ok, ça remonte assez loin. Mais Leroy-Gourhan, lui, à ce moment-là, il étudiait le geste, okay, comme faisant partie de l'objet. Un couteau, ok, c'est pas seulement l'objet, c'est la façon dont tu le tiens. La différence entre une hache et une herminette, j'apprends ça à mes étudiants encore, tu sais, la hache coupe comme ça, l'herminette coupe à 90 degrés. Ça, la façon de porter un enfant, ok, la façon de faire un lit, la façon de s'asseoir, la façon de découper un lapin. Okay. Tu es dans la technique, mais la technique, c'est le geste et le corps sont en et Leroy-Gourhan a fait de moi une passionnée pour la technologie. Donc, au musée, ça servait beaucoup, parce que tu te retrouves avec des objets et tu sais que l'objet, sans le geste et sans l'étiquette, n'est rien du tout. Donc, tu repars. Et c'est pas seulement les universitaires, mais tu rencontres des personnes ordinaires, les étudiants de l'Université de Montréal, je m'en souviens bien mieux que des professeurs, en termes de participation à mon quotidien. À Bryn Mawr, j'ai rencontré Freddie, et Freddie a été une personne centrale dans mon existence. En un sens, c'était presque ma mère intellectuelle. Elle était, ou venait d'être présidente de l'American Anthropological Association. Donc, elle avait un gros poids en ce qui concerne l'anthropologie américaine, mais elle était complètement abordable. Ben, elle m'apprenait l'anglais de toute façon. Et sur le terrain, c'était un dragon. Elle m'a rappelé des années plus tard le fait que il pleut. Ben, je dis à Freddy, on ne va pas pouvoir aller au camp de chasse parce que avec la pluie. Non, c'est pas de la pluie, c'est juste quelques gouttes, évidemment. Même le temps devait lui obéir. Donc on est parti, c'est évident. Et puis on s'est retrouvé coincé au passage gay de la rivière. Mais moi, j'étais capable d'aller couper des buissons puis d'aller les apporter pour que le camion puisse continuer sa route. Donc on était assez complices. Et des années plus tard, quand elle avait 90 ans, elle m'a appelé de Bryn Mawr. Moi, j'étais à l'Université d'Ottawa. Elle m'a dit, j'ai besoin d'aide. J'ai pas fini mon travail. Alors, pendant 2 ans, j'ai fait la navette entre Ottawa et Philadelphie, toutes les 2 semaines. Partir le samedi, revenir le lundi, avec Yann à l'arrière de la voiture, parce qu'elle était déjà malade à ce temps-là. Et elle est morte quand elle avait 98. Elle était encore en train d'écrire. Elle était aveugle, quasiment aveugle, et puis en chaise roulante, et puis je me déménageais entre les 2 chaises roulantes. Mais je l'ai vue dans la soixantaine, en pleine force, en pleine forme, mais elle allait encore sur le terrain quand elle avait 85, et elle écrivait encore 98, et je suis en train de finir la monographie sur les Atnas, qu'elle avait commencé en 1958. Je lui ai apporté le manuscrit 1 an avant sa mort, tu sais, refait. Elle m'a dit, pas du tout, tu recommences. J'ai dit, pourquoi? Ben, elle dit, tu parles de ton point de vue, tu parles avec les termes d'anthropologie, et on a dépassé ça. Tu me refais ça, puis tu le fais ça de leur point de vue. Ah! Alors là, maintenant, je suis en train d'apprendre l'Atna pour pouvoir, tu sais, parler en leurs termes, ça veut dire savoir leur langue.
Alors, c'est ça, je suis là-dedans. Mais ça, c'était la force de Freddy, tu vois. Mais Freddy avait passé la plus grande partie de son temps à travailler avec les Tlingits matrilinéaires complets. Donc, à la mort de Freddy, je suis devenue son exécutrice testamentaire. Et puis, j'ai pris la relève de son travail avec Yakutat. Donc, je me carapate sur les Tlingits. Et puis, j'essaye de continuer le travail. Et puis, ouais, ça c'est Freddy, tu vois. Alors, je me dis, à 98 ans, j'ai encore le temps. Je sais ce qu'il faut. Je t'ai déjà parlé d'Hallowell. Hallowell, Hallowell m'avait introduit à Sapir, à Redfield, et à tous les grands noms de l'anthropologie américaine. Mais en même temps, ça m'a donné accès à l'importance de l'histoire intellectuelle, l'histoire des idées. Les idées viennent de quelque part. Tu ne peux pas les prendre gratuitement, puis tu ne peux pas leur faire confiance de toute façon. Non, mais c'est vrai. Les grands débats politiques, pour moi, c'est du théâtre. C'est de la fiction. C'est pas, ça ne correspond à rien de tangible. Mais tu prends une idée, tu vas voir d'où elle vient, d'où elle sort, comment ça s'est agencé, comment ça s'est transformé. Puis là, tu comprends un peu le monde dans lequel tu vis. Je me souviens quand je suis arrivée à l'Université d'Ottawa, j'étais la seule prof à parler de Evans Pritchard, Radcliffe Brown. On parlait Evans Pritchard, Radcliffe Brown. Non, Radcliffe Brown, Evans Pritchard, Mary Douglas. Mary Douglas, Ken Burridge, puis Sapir, parce que Sapir, il était parti de là, puis il était là aussi. Tu sais, on s'était... Donc, avec Freddy, mais aussi avec les autres profs de Bryn Mawr, il fallait aller chercher ces idées, aller les identifier, C'était pas gratuit. On n'avait pas le temps de faire quoi que ce soit d'autre. Sauf le violon. Parce que j'avais découvert le violon, ça c'était important. Et puis sur le terrain en Alaska, j'avais rencontré des linguistes, des archéologues, etc. Ça c'était la rencontre entre collègues. Pour moi, c'est l'essence même de la vie universitaire. Et c'est ça qu'on est en train de couper. Tu ne peux plus assister aux conférences. T'as plus on a des défenses de thèse maintenant qui se font par Skype. Mais ce n'est pas des défenses de thèse si tu fais ça sur Skype. Je m'excuse, mais j'ai envie de parler à mes collègues. Tu ne peux pas discuter. Ah. Alors, ouais. À Vancouver, j'avais rencontré d'abord Marjorie Halpin, un génie. Sa façon de penser était absolument éblouissante. Et puis Ken Burridge, là c'était le bonheur, parce que c'est tout un, tu l'as rencontré, c'est tout un caractère. Et pendant des années, on arrivait à Sapir, et puis on avait Ken Burridge juste avant, dans mon cours d'introduction à l'anthropologie. Pour avoir comment penser l'autre, toute l'histoire de la sociologie et de l'anthropologie sociale britannique, là, on en apprend des choses. Donc à Vancouver, il y avait le contact. J'ai rencontré Colin Turnbull, des Mbouti, qui nous disait: je suis pas digne d'aller vivre chez les Mbouti parce que j'ai pas ce qu'il me faut comme conscience. Et mon travail, c'est d'aller travailler avec mes sociétés puis d'essayer de voir ce qu'on peut en tirer. Mais c'est lui qui avait à l'occasion d'un grand dîner, durant une conférence, et il était l'invité d'honneur, et il nous avait déclaré: vous tous, sociologues, anthropologues, historiens,
vous qui vous réclamez de savoir ce que c'est qu'une communauté, de comment les mettre en valeur, vous n'avez aucune idée de ce que vous faites. Vous ne savez pas ce que c'est qu'une communauté. Et on ne l'avait pas applaudi à la fin. Et il donnait un atelier le lendemain. Et je me suis dit, je ne vais jamais pouvoir m'inscrire à cet atelier. Il va y avoir des centaines de personnes. Je suis arrivée le lendemain. Aux premières heures, on était 12. Il a été ostracisé de façon tellement évidente. On était gênant. Mais c'était un homme remarquable. Et il avait raison sur toute la ligne. Et puis, au fur et à mesure, pour Cascas, c'était ça pour moi, c'était l'occasion de rencontrer des collègues, l'occasion de parler, l'occasion, ou simplement d'écouter puis d'admirer, tu vois, parce qu'il se faisait un travail de fou à Cascas pour arriver à remettre en ordre tous ces Canadiens. Les Canadiens, ça s'éparpille, là. C'est pour les rassembler, ça prend un travail extraordinaire. Tu les emmènes en Chine, c'est pareil. Tu vois les Chinois arriver au Canada ou tu les vois en Chine, dans les sites touristiques ou dans les conférences, ils suivent un petit drapeau, il y a le gars avec son drapeau, tout le monde suit. Nous, on arrive, les Canadiens, on est 15, 20, et en moins de 24 heures, la guide, parce qu'on a toujours des guides en Chine, tu ne peux pas te déposer, non, est en pleurs. Parce qu'on arrive au musée, et en moins d'une minute, là, tout le monde est parti, dans toutes les directions. Alors qu'on est censé suivre le petit drapeau. Mais c'est la même chose sur le plan académique, sur le plan de l'anthropologie canadienne. Chacun pour soi, tout le monde est parti. On n'a pas de mécanisme tout de suite, sauf la cascade, pour nous rassembler, pour se parler les uns aux autres. Alors que c'est pas seulement l'anthropologie, c'est la même chose en sociaux, c'est la même chose en histoire, c'est la même chose. Et c'est un dispersement qui, à mon avis, est voulu par l'administration parce que ça nous coupe nos moyens. À partir du moment où tu n'as plus de réseau. Marquez, c'était des réseaux lents parce que c'était des réseaux postaux. Hein. Il fallait que tu écrives des lettres et puis il fallait que tu téléphones. C'était toute une histoire. Au début, le moyen actuel, là, c'est extraordinaire. Sauf que passer 2 heures, 3 heures sur Internet, non. Je fais ça 2 jours, 3 jours par semaine, mais non. Mais les communications et les associations et les partenariats interpersonnels, c'est comme ça qu'on fonctionne, hein, comme on est une communauté intellectuelle, une communauté professionnelle. Mais les universités n'aiment pas ça. Je me souviens quand à l'université de Vancouver, c'était déjà visible. À l'université de Laval, dans les tout débuts, là, et à l'université de Montréal, c'était moins évident. Il y avait encore des occasions de se rencontrer à Laval. Hein. T'as des dîners, t'as des rencontres, t'as des événements, mais beaucoup moins qu'avant. Et à Bryn-Mawr, par exemple, tous les vendredis, on avait un potluck, puis tout le département était là, tous les étudiants de tous les niveaux, parce qu'il fallait se rencontrer, il fallait parler, il fallait communiquer, tu ne pouvais pas laisser une idée toute seule là. Il fallait développer ça. Donc, je fais ça avec les collègues chinois, je fais ça avec les collègues dans le monde. Là. C'est ma nouvelle perspective, là. Réseauter le monde. Mais pas les réseauter bêtes sur l'Internet. Là. Non, il faut que tu te rencontres en personne. Évidemment, ça coûte des sous. Il faut trouver les sous. Pourquoi vous ne pouvez pas faire ça sur Skype? Je m'excuse. Mais tu vois, c'est ça. Et c'est un trait qu'à partir de Vancouver, j'ai retrouvé dans
toutes les universités où je suis allée, la solitude intellectuelle et morale des profs, c'est pas croyable. Tu te rends compte, je suis jamais allée manger chez un de mes collègues à l'Université d'Ottawa. Une fois, je pense. Pas sûr que ce soit un dîner. À Vancouver, compte ça sur les doigts de la main, j'étais là 12 ans. Il y a une solitude intellectuelle. Je ne sais pas si c'est seulement les anthropologues, je n'ai pas l'impression, parce que je la vois aussi chez les historiens, mais c'est extraordinaire. Et c'est voulu par les administrations, parce que je me souviens encore du moment où l'administration de l'Université d'Ottawa avait décidé d'éclater les départements. On avait encore des départements des programmes, mais il fallait qu'on soit dans des bureaux à différents étages, dans différents immeubles, pour faciliter la communication. J'ai dit, mais monsieur le recteur, pour faciliter la communication, il faut être ensemble, il faut faire partie d'un groupe. Non. Je pense que la façon la plus fréquente de se rencontrer, c'est dans les ascenseurs maintenant. Non, mais c'est criminel. Si tu faisais ça à une communauté culturelle quelconque, elle serait morte en moins d'une génération. Comment veux-tu que les universitaires se défendent ou construisent quelque chose quand le seul moment où tu peux te rencontrer, c'est pendant un examen de synthèse? Alors c'est ça, je milite. Milite pour les rencontres, milite pour les ateliers, milite pour les... Et puis les gens qui viennent d'ailleurs me disent la même chose. Quoiqu'en France, c'est aussi la distance sociale. Tu sais, un petit salut, un petit grand salut. Mais tu parles avec des profs ou des chercheurs de l'Afrique, de l'Inde, de tout ce qu'ils veulent, c'est parler à quelqu'un. Puis maintenant, pour publier, faut que tu aies l'assentiment de tout le monde. Non, c'est ça, nous on a commencé nos presses. Ou plutôt, Freddy a commencé des presses qu'il m'a léguées. Northern Books. C'est un boulot fou. Mais ça donne une certaine satisfaction quand quelqu'un qui ne peut pas être publié nulle part arrive chez nous, puis on dit OK. Mais c'est du travail. Mais il faut mettre fin à ça, là. Quand on pouvait s'écrire les uns les autres, et encore on avait des secrétaires pour pouvoir s'écrire les uns les autres. Mais les courriels, c'est pas tout à fait assez. C'est pas tout à fait... Non, il faut pouvoir se retrouver ensemble. Puis maintenant, de toute façon, on n'a même plus besoin d'être en contact avec les étudiants parce qu'on a nos fameux cours virtuels. Non, nos cours, comment est-ce qu'ils appellent ça? Cours en ligne. On a la moitié par courriel et puis la moitié non, la moitié online et puis la moitié par courriel. Mais c'est pas de l'enseignement, ça. Comme disait Yann, il disait quand j'apprends la biologie, j'apprends pas. Si je voulais apprendre les fêtes, j'irais dans les manuels. Quand je vais rencontrer le prof, c'est parce que je vais apprendre à être un biologiste. Non, c'est le professeur de biologie qui dit ça. Vous ne venez pas ici pour apprendre quelque chose, vous venez pour apprendre comment être un biologiste. C'est la même chose pour l'anthropologie. Hein? Tu ne vas pas apprendre ça dans le livre. De toute façon, je ne pense pas que l'anthropologie soit pour tout le monde. Comme je le disais au début, là, c'est assez dangereux sur le plan intellectuel et mental. Vu que ça te sort de ta communauté, ça c'est certain. Mais tu as d'autant plus besoin de tes confrères, de tes collègues, de tes consoeurs. Mais c'est assez remarquable, la solitude des profs. Des profs encore plus que des chercheurs. Les chercheurs, tu as une certaine liberté d'action et de mouvement, tandis qu'un prof, c'est coincé entre ta salle de classe et ton bureau. Voilà. Maintenant, ça va être la belle vie, là, les prochaines années, parce que... Puis tu peux te promener.
C'est ça. On va commencer un mouvement pour ouvrir les domiciles des anthropologues à leurs collègues, de façon à ce que tout le monde puisse pouvoir parler à d'autres personnes. C'est à ça que ça sert.